Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure de Magali. Je vous souhaite un bon visionnage. À tout à l'heure. Et je vais dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes donc avec Magali aujourd'hui et nous sommes le samedi 22 pour sa lecture de vie antérieure. Bon, on y va. Alors, la première chose pour votre première vie, Magali, je suis dans la forêt. Je vois la forêt. Je vois la forêt, je sais que c'est la forêt tropicale. On me donne une date, c'est 1542. Je vois un bateau échoué. On me parle de caravelle, donc je sais que c'est un bateau plutôt de voyage. Vous êtes rescapé d'un naufrage, en fait. Donc je vois pas beaucoup le bateau parce que le bateau a été détruit. On me parle de tempête. Voilà, il y a eu une grosse tempête et vous avez pas, le bateau n'a pas survécu à la tempête. Ah bah voilà, on me dit tempête subtropicale. Voilà, exactement. On me dit que c'est au niveau des Açores. Alors moi, j'y connais rien, je sais pas où c'est. Moi non plus. Bon, donc je peux. L'idée, c'est que je peux pas vous donner l'info, quoi. Plus précise que ça. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches. Et on me parle de jungle. Donc, quelque chose d'assez sauvage et pour moi d'assez inhabité. Alors là, je vous vois, vous êtes une femme. Vous êtes, on me dit que vous êtes d'origine espagnole. Vous êtes bien né, on me dit, donc d'une bonne famille. Vous avez reçu une très très bonne éducation. Lecture, mathématiques, mais aussi les arts. On me parle du piano. Alors, si vous voulez, On va en parler, oui. Voilà, on discutera après. Alors, là, on m'explique que vous avez fait ce voyage pour rejoindre votre mari dans le Nouveau Monde. D'accord. Et on me dit que vous n'étiez pas du tout d'accord pour partir. C'était pas un souhait de votre part, en fait. On me donne votre prénom, vous vous appelez Esperanza. D'accord. Je suppose que ça veut dire espoir ou espérance, non? Quelque chose comme ça? Je pense, oui. En espagnol, oui, c'est l'espoir. Je crois que c'est ça. Enfin, moi, je sais pas, je n'ai pas fait d'espagnol, mais voilà, il y a des concordances avec le français. Alors, on me dit que vous avez été obligé de suivre, que ça se faisait à l'époque, que vous êtes obligé de suivre votre mari, en fait. Donc, ça a été une obligation pour vous. Et on me dit que votre mari, lui, il est déjà parti depuis plus d'1 an. D'accord. Donc, je vous vois embarquer avec vos 2 enfants. Vous avez déjà une fille et un garçon. La fille étant l'aînée, on me le précise, donc je vous le donne. Et vous êtes enceinte d'un 3e. D'accord. Quand vous embarquez sur ce navire, enfin sur cette caravelle. Et en fait, le fait d'être enceinte, ça vous a incité à partir. C'est ce qui a été le déclencheur. Hein? Alors, je vois que le voyage se passe plutôt bien au début. Et puis jusqu'à cette grosse tempête. Et en fait, on m'explique, on me fait voir que vous êtes tombé par-dessus bord. D'accord. Je vois un éclair, de la foudre, en fait, tomber sur le bateau et vous êtes surprise et vous tombez par-dessus bord. D'accord. Alors, bon, je vois comme au moment où vous tombez par-dessus bord, je vois comme un trou noir, c'est-à-dire que vous avez plus vraiment conscience de ce qui s'est passé. Hein? Bien évidemment, c'est la nuit que ça se passe. Et je vous vois au petit matin, enfin, je sais pas si c'est le petit matin, remarquez, mais il fait jour. Et je vous vois vous réveiller et chercher vos enfants. D'accord. Donc vous parcourez la plage, vous cherchez vos enfants. Et là, vous allez... bon, alors là, ça va pas être très rigolo. Hein. Vous
tombez sur votre fille et elle est décédée. Elle est inerte sur le sable. Vous êtes tout de suite rattrapé parce que vous voyez votre fils un petit peu plus loin et vous êtes contente parce qu'il est vivant. Il est mal en point, il va pas bien, mais il est vivant et c'est ce qui vous rattache à la vie en fait. Hein. On me dit qu'il a un bras cassé et qu'il est au-delà du bras cassé qui n'est que physique, si vous voulez, il est extrêmement choqué. D'accord. Alors, vous n'avez absolument pas le temps de penser à vous, hein, dans cette histoire-là. Pour le coup, là, sur le moment, vous pensez qu'à vos enfants. Et vous avez, je vois que vous êtes très embrouillé dans votre tête, vous avez 1000 choses qui vous viennent. Et la première des choses, c'est la survie. Alors, vous voyez beaucoup d'hommes dans l'eau ou allongés sur le sable, inertes. Enfin, il y a forcément l'équipage, je pense, voilà. Je rentre pas dans les détails, hein, Magali, parce que ça sert pas trop à grand chose. Hein. Je vous donne voilà, un aperçu comme ça. Mais vous en voyez quand même assis, c'est-à-dire que vous en voyez quelques-uns de morts, mais quand même, il y a quand même du monde avec vous. Vous n'êtes pas seul. Hein. Et vous les voyez, ils ont l'air complètement hébétés. Voilà, ressortir de quelque chose de choquant et ils ont tous l'air un peu choqués en fait. Donc vous regardez, vous avez le réflexe de regarder autour de vous. Maintenant que votre fils, vous savez qu'il est vivant et que voilà l'état des choses, vous regardez un petit peu ce qui vous entoure. Et là en fait, vous voyez un côté, il y a un côté c'est la mer. Et de l'autre, c'est une grande étendue de végétation, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'on m'a dit le mot jungle. Parce que pour vous, c'est ce qui vous a semblé être, c'est-à-dire la jungle, quoi. Donc, d'un côté, la mer, de l'autre côté, la jungle. Donc, pas vraiment d'issue. Voilà. Donc, le temps est passé, hein, à partir du moment où vous vous êtes réveillé sur cette plage, vous avez vu votre fille, puis votre fils, etc., que vous vous êtes rendu compte de tout ça. Les heures ont passé et là le soleil tape et il tape méchamment. Donc vous prenez votre courage à deux mains et vous allez voir les survivants de l'équipage pour leur demander où se trouve le capitaine du bateau. Et personne ne sait, personne ne l'a vu. Alors pour vous c'est terrible parce que ça veut dire que vous allez être voué à vous-même en fait. Hein. Vous n'avez plus rien à vous raccrocher. Sur quoi vous raccrocher? Et là, vous vous sentez, on me dit, désemparé, désœuvré, ne sachant pas quoi faire. Donc là, je vais essayer de me détendre parce que je crois que je suis pas toute... Il y a beaucoup d'énergie et j'ai très très mal au dos. Je vais prendre 2 minutes pour souffler un petit peu. Voilà. Et là, à ce moment-là de votre histoire, vous êtes, alors que vous n'avez pas eu peur encore, la peur vous submerge. Là, vous avez très, 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 très peur. Alors, on me dit qu'au fil des jours, vous allez perdre votre 3e enfant. Forcément, hein, je pense, là, on ne me le donne pas, mais logiquement, là, c'est moi qui parle, mais vu les mauvaises conditions, j'imagine, le choc, etc. Et vous êtes dans la solitude la plus totale. Même si vous avez effectivement votre fils, qu'il y a encore du monde, mais vous êtes dans la solitude et le désintéressement, on me dit, le plus total. C'est-à-dire que vous êtes la seule femme et c'est très dur pour vous, hein, d'être... voilà. Donc vous avez à ce moment-là un sentiment d'échec, d'abandon, d'isolement, de solitude et d'impuissance. C'est ce qu'on me donne. D'accord. Et on ne me donne pas la fin. D'accord. Donc on ne sait pas si je suis décédée sur cette île, partie... Je pense que la fin est trop tragique et que je pense que c'était pas nécessaire pour vous. De toute façon, l'issue est de toute façon fatale parce que je pense qu'à cette époque-là, comment survivre... Voilà, je ne vois pas trop bien d'issue, mais en tout cas, de ce que je ressens là maintenant, c'est que
pour moi, ça devait être trop dur. J'aurais eu que des images trop dures, voilà, trop violentes, exactement, et qui n'étaient peut-être pas nécessaires à la compréhension de ce qu'on vous donne, en fait. Oui, parce que de toute façon, au bout du bout, je comprends ce que ça veut dire. C'est ça, voilà. Il n'y avait pas à en rajouter, en fait. Je pense qu'ils vous ont préservé de ça. Ouais. Ouais. D'accord. Voilà pour votre première vie. Bon, une vie d'aventure, mais c'est pas forcément trop top. Non, ouais. Vous voulez que je vous dise ce que oui, avec plaisir. Alors, la tempête, en fait, j'ai toujours eu peur de la tempête et de la foudre. Elle est passée plusieurs fois à côté de moi et ça a toujours été un gros problème pour moi. À chaque fois qu'il y a de l'orage qui s'annonce, c'est quelque chose d'assez particulier. Voilà. Alors, le fait que je sois d'origine espagnole, ça ne m'étonne pas du tout parce que vraiment c'est quelque chose qui vibre en moi. Hein. Dès que je parle pas bien, je l'ai appris à l'école l'espagnol, mais quand je vais en Espagne ou quand j'entends l'espagnol, c'est quelque chose, je le sens en moi, quoi. Ça vibre. Qui vous parle. Quoi. Esperanza, ça m'étonne pas non plus parce que, voilà, moi j'ai des convictions catholiques chrétiennes et je suis tout le temps en train de chercher l'espoir, donc voilà, moi ça parle aussi. Voilà, c'est ce que je leur demande tout le temps, l'espoir. Alors par rapport à cette histoire de voyage avec le bateau, etc., l'histoire qui résonne en moi, c'est l'histoire avec ma fille et mon fils qui, vous me dites, qui sont décédés sur cette plage. Et en fait, alors dans ma vie d'aujourd'hui, hein, j'ai une fille aînée et un petit garçon. Et il y a 5 ans de ça, j'ai ma fille aînée qui a eu un grave accident de vélo et qui est tombée sur la tête et qui aurait dû décéder, qui aurait dû mourir. Alors ils se sont empoignés l'un l'autre et quand donc elle a fait un coma, bon voilà. D'accord. Et ça, bon, elle a été portée, elle est restée en réa pendant un grand moment. Et bon, finalement, ça s'est bien terminé. Oui, mais heureusement. Moi, les convictions chrétiennes, etc., là-haut, je leur ai dit, ne me la prenez pas. Non, c'est trop tôt, c'est pas encore, c'est pas le moment. Et donc, quand vous m'avez parlé de ma fille qui était décédée, ça... Voilà. Mais j'ai vu sur votre visage que ça se fermait d'un coup d'un seul. Ouais, c'est la même histoire, quoi. C'est l'histoire qui recommence. Ouais. Voilà. Ouais. Mais qui se finit bien. Mais qui se finit bien. Voilà, hein, on est content. Je suis pleine de frissons. Qui se finit bien. Ouais. Mais je pense... C'est pas de troisième enfant. J'en veux pas d'autre. Une histoire ne fait pas l'autre, hein. Non, voilà. Et alors, quand vous me dites que bon, vous n'avez pas la faim, moi, on va dire que je lutte avec mon poids, mes kilos, comme toutes les femmes, mais moi particulièrement. Hein. Oui. Et à un moment que je me demande, je me dis, c'est pas possible, dans une autre vie, j'ai dû mourir de faim. C'est pas possible. Ok. Parce que c'est quelque chose de... Vraiment, quand je suis au régime, j'ai l'impression de mourir de faim. Enfin, c'est quelque chose qui est récurrent chez moi. Quoi. Oui, et puis qui prend des proportions. Je me suis dit cette semaine. Je suis sûre qu'elle va me dire que mon nom je suis morte de faim, c'est pas possible. Hein. Eh bien, peut-être bien, vous voyez, effectivement, j'aurais pas pensé à cette issue-là, mais vous voyez comme quoi on peut analyser les choses de façon différente et avec votre vécu, forcément, vous trouvez des corrélations et des correspondances sur ce que vous vivez actuellement, effectivement. Ouais. C'est des sacrées réponses. Ça explique le pourquoi du fait que j'y arrive pas. Quoi. Enfin, bien sûr. J'ai du mal à me mettre au régime ou à me restreindre. C'est ça. Voilà. C'est la restriction qui vous pose problème, effectivement. Carrément, je n'y arrive pas. Quoi. Voilà, c'est très compliqué. Quoi. Effectivement, ouais. Parce que moi, je pensais plutôt, vous voyez, à des bêtes sauvages, des choses comme ça. Bon, on peut pas lutter. Hein, en plus, à cette époque-là, il n'y avait pas du tout... L'humain n'était pas partout comme aujourd'hui. Donc c'était vraiment à l'état sauvage. Hein, parce qu'on a dit l'époque. Hein. Oui, 1542. Donc... Voilà, et moi je sens tout de suite quand vous arrivez sur cet endroit que c'est pas habité, hein. Il n'y a pas d'humain. Voilà, c'est ça. Donc fatalement, si l'issue a été fatale, c'est ou la faim, effectivement, ou une attaque d'animaux ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais. Donc effectivement, très parlant. C'est possible, voilà. C'est sûr. Bon. Moi j'aimerais revenir, mais on va peut-être y revenir peut-être plus tard en off sur
En fait, les sentiments qui vous animent à la fin de cette vie, ce qu'on me donne, c'est-à-dire le sentiment d'échec, d'abandon, parce que là c'est très fort et il y a des mots qui quand même, voilà, d'isolement, de solitude et d'impuissance. Est-ce que ça vous évoque des choses et est-ce que vous voulez qu'on en parle après? Alors, je veux bien qu'on en parle ensemble après. Après, ça marche, alors on n'oubliera Voilà. pas d'évoquer la chose. Alors, on va passer à la deuxième vie, si vous le voulez bien. Alors là, on me donne tout de suite une date. Et là, je retrouve... Ouais, ok. On me donne la date de 1712. Donc encore une vie assez lointaine de nous. D'accord. On me donne l'Allemagne. Et on me donne le protestantisme. D'accord. Tout de suite, on me parle de feu. Je sens l'élément feu très fort. On me dit que vous êtes une guérisseuse. Donc vous êtes une femme. Vous êtes né, on me dit que vous êtes né dans une famille de guérisseurs. D'accord. Qu'il y a une transmission de mère en fille. Alors, au moment où je vois la scène, vous êtes très jeune, vous avez... Enfin, je dis très jeune, mais je me suis fait rattraper la dernière fois. En fait, très jeune pour nous, parce qu'on me dit que vous avez 19 ans. À l'époque, je pense que déjà 19 ans, on n'était plus très jeune. Non, oui. Voilà. Donc, quand je parle, c'est pour nous à notre époque. Hein. Vous avez 19 ans. On me dit que vous avez déjà un enfant. C'est une fille. Elle est bébé, elle a quelques mois quand je vois la scène. On me donne votre caractère, on me dit que vous avez un caractère très doux, que vous aimez soigner les gens, que vous êtes complètement dans l'empathie. Je vous vois prendre beaucoup de soins pour préparer, on me dit, vos onguents. On me donne le terme de pommade. D'accord. Voilà. On me dit des mixtures, parce que vous prenez des choses et vous les mélangez ensemble, etc. Et on me parle donc de remèdes, donc de guérison. Hein. Donc vous préparez des choses et vous êtes très soigneuse quand vous préparez. Vous le faites vraiment avec amour. C'est ça que je veux dire en fait. Voilà, en résumé, c'est ça. Vous travaillez, on me dit que vous travaillez également avec des symboles, comme le pentagramme. Ouais. Vous les dessinez, je vous vois faire, vous les dessinez avec une résine de bois noir. Alors je ne sais pas ce que c'est, je sais que c'est du bois, je le vois noir et ça fait comme une craie. Vous voyez? Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et vous mettez vos préparations dessus. D'accord. Vous avez ramené... Vous avez appelé tout le monde là ou... Parce qu'il y a du monde, hein. C'est compliqué pour moi. Alors, vous vivez avec votre maman, qui, je vois, qui est vieille. Elle est alitée, votre maman. Et vous vous occupez d'elle. On me dit que le père de votre enfant vous a abandonné, vous et l'enfant. Alors, je pense là que comment dire, je pense qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. En fait, il ne voulait pas être avec une sorcière. Donc, on vous donne l'appellation de sorcière. Donc, il n'a pas assumé du tout cette chose-là et il vous a abandonné. D'accord. Alors là, on me parle de deuxième abandon. Vous subissez donc la blessure une deuxième fois d'abandon parce que votre père vous a abandonné également. Non. Votre père a également abandonné votre maman à votre naissance. D'accord. Donc ça, c'était votre premier abandon. Et vous reproduisez ce schéma avec votre propre enfant, pour le coup. D'accord. Hein? Enfin, c'est pas vous qui reproduisez, c'est vous subissez voilà. Cet abandon une deuxième fois. Et vous avez, vous, le sentiment que c'est une malédiction
et que c'est un choix, qui se répète en fait. Vous prenez conscience qu'il y a quand même des choses qui se répètent. Qui reviennent, ouais. Vous êtes complètement consciente que vous vivez comme un peu en borderline, hein, on pourrait dire, c'est-à-dire en permanence à flirter avec le danger, puisque vos activités sont peut-être pas recommandées. Et là, on me redonne le premier mot, l'un des premiers mots qu'on m'a donné, c'est-à-dire le protestantisme. Je pense que ça a à faire avec ça. L'État religieux ne permettait peut-être pas ce genre de pratique un peu païenne finalement. Hein. D'accord. J'ai perdu la ligne. Alors, vous savez qu'il y a une chasse, tout le temps des chasses organisées aux sorcières. C'est permanent, hein, vous avez très peu de répit en fait. Mais vous avez le sentiment que de toute façon, votre vie c'est ça. Vous savez rien faire d'autre de toute façon. Et que vous êtes né comme ça et que vous mourrez comme ça. C'est-à-dire que votre vie est faite de ça. Vous êtes. Hein, c'est ça en fait. Donc je vous vois prodiguer des soins et on vous paye le plus souvent en nature. C'est-à-dire, voilà, ça permet de vous nourrir, vous et votre enfant. Et votre maman, pour le coup, parce que vous avez donc des gens à charge. Et à un moment donné, on va vous demander, parce que vous êtes quand même assez forte dans votre domaine, on va vous demander de soigner un homme d'église, un religieux. Et là, j'ai marqué dernière chance, on va peut-être comprendre pourquoi après. Donc, vous soulagez les douleurs avec du magnétisme. Donc là, je vous vois plutôt à poser les mains. Et votre maman, elle vous décourage d'aller le faire. Elle vous dit que c'est trop dangereux. Voyez ? Elle vous met en garde de ce danger. Vraiment, là, pour le coup, c'est plus borderline. C'est vraiment se jeter dans la gueule du loup. Hein ? Mais vous le faites quand même. Vous le faites quand même pour deux raisons. Vous le faites pour l'appât du gain, forcément, parce qu'on vous promet une belle somme. Mais vous le faites aussi, j'ai envie de dire que là, c'est 50-50. Vous le faites pour pas laisser souffrir cette personne, en fait. D'accord ? Donc là, je retourne à ma première image. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez quand même, en apposant les mains, à soulager cet homme d'église. Donc, le soulager de sa douleur. Mais vous savez qu'il ne pourra pas guérir. Cet homme-là ne peut pas guérir, il est trop atteint. Par contre, vous savez que vous pouvez faire quelque chose pour son confort, plus qu'autre chose. Donc, vous le dites à son entourage. Vous prévenez que vous allez soulager la douleur, mais que vous ne pouvez rien faire quant à sa guérison. Donc, forcément, l'homme meurt. Et on vous accuse. Pour le coup. Voilà, trop sympa. Donc on vous accuse. Alors là, ça va vite. Hein. Quand en fait, le truc est débusqué, ça va souvent très vite. Vous êtes conduite sur le bûcher. Je pense que ça, c'est l'image du feu du départ. Et il vous accuse d'avoir tué l'homme. Et là, vous avez un grand sentiment de trahison. Parce que vous savez très bien que vous ne l'avez pas tué, bien au contraire, vous lui avez fait que du bien et que vous mourrez pour quelque chose que vous n'avez pas fait et quelque chose dont on vous accuse à tort. Vous êtes accusé à tort et ça, vous ne supportez pas beaucoup. Non. Voilà. D'accord. Bon, c'est deux vies pas très rigolotes, hein. J'avoue Magali, là, franchement. Non, mais ça résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, celle-là, bon, tant que la première, mais encore plus que la première. D'accord. Parce que, figurez-vous que, enfin, je ne l'ai pas dit, mais vous allez le comprendre. J'ai découvert il y a, ça va faire 4-5 ans. Enfin, bon, il s'est passé plein de choses, mais il y a 4-5 ans, j'ai découvert que par accident, que j'enlevais le feu. D'accord.
que je pouvais soigner. Voilà, que j'étais guérisseuse. D'accord. Et donc, ça m'a amené à plein de réflexions, à évoluer. Et puis, de fil en aiguille, ben, aujourd'hui, je soigne beaucoup. Enfin, voilà. Les gens viennent à la maison, donc je les soigne beaucoup. Je suis devenue clairentendante et clairvoyante. Super. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas toute seule. Oh là là, non, je suis alors pas toute seule du tout. Hein. je suis accompagnée. Hein. Ouais. Ouais. Et puis là, je sentais, ça faisait 6 mois qu'il y avait des blocages qui m'empêchaient d'avancer et d'évoluer. Donc, c'est pour ça que je voulais faire appel à vous. Parce que ces blocages-là, moi, j'étais convaincue qu'il y avait des choses dans les vies antérieures qui faisaient que je ne pouvais pas évoluer, quoi. Et donc effectivement, mais on commence. Enfin, voilà, je suis donc bien guérisseuse, comme dans cette vie-là. D'accord. Par contre, je pense que dans la vie dernière, j'ai dû, enfin, je ne sais pas si c'était la dernière, mais en tout cas, j'ai dû, ce sentiment d'abandon et de re-abandon oui. qu'il y a eu par mon papa, et voilà. Ça ne se reproduit pas, ça c'est terminé. D'accord. J'ai vraiment pas, il n'y a pas eu d'abandon dans ma vie, du tout. D'accord. Et c'est quelque chose que je ne ressens plus en plus, c'est vraiment qui est résolu, je pense. Par contre, cette envie, ce besoin, c'est même plus une envie, c'est ce besoin de faire du bien autour de moi et de guérir les gens, ça c'est, voilà. Ça oui. Je peux pas. Oui. Faire autrement. Et puis coûte que coûte, quoi. Enfin, pas coûte que coûte, mais je veux dire, il n'y a pas de rationalité là-dessus. Oui, c'est ça. Je le fais tellement avec mon corps et mon cœur que voilà. C'est ça. Je dis toujours que ça me fait du bien à moi et à la personne que je soigne. Oui. Voilà. On se guérit nous-mêmes. Hein. Ouais, voilà. Par contre, là où je suis très étonnée, et à mon avis, il va falloir que je creuse, c'est que vous dites que je suis avec ma maman et que je m'occupe beaucoup d'elle, qu'elle est âgée, etc. Et donc là, c'est pas du tout le cas, puisque je suis même pas du tout en bon terme avec ma maman. D'accord. Voilà, il a fallu que je coupe des liens parce qu'ils étaient même mauvais pour moi, je pense. Hein. Voilà. Et donc là, je suis en train de me poser des questions si le fait d'avoir dans cette vie-là eu des conseils de ma maman qui fait, je sais pas, voilà, il y a quelque chose qui... Oui, je comprends. Oui. Ouais, voilà. On en parlera en off. On en parlera en off. Ouais. Voilà. Ok. Après le protestantisme, alors il se trouve que là, moi j'ai une conviction chrétienne catholique, mais il y a eu il y a 2 étés où je suis partie en voyage en Grèce, et en rentrant dans des églises, alors là c'était orthodoxe pour le coup. Oui. Parce que je suis pas toute... Enfin, il y a des choses dans la religion catholique qui me posent problème, le mariage des prêtres, etc., etc. Et je me suis dit, mais je pense que dans notre vie, j'ai pas dû être... je devais être très pieuse, mais pas du tout... C'est ça. Pas du tout chrétienne. Hein. Je devais être autre chose, c'est pas possible. Oui. Ça rejoint tout à fait. Oui, voilà. Tout à fait. D'accord. Bon, très, très parlante quand même hein, sur le fait que vous avez ramené avec vous cette lignée de guérisseurs, hein, de guérisseuses. Voilà, mais bon, le reste, on va en parler un petit peu ensemble. Je vais arrêter la vidéo si vous le voulez bien, et puis comme ça, on va continuer à discuter. Ça marche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.